c'est en mettant la main dans le cambouis ensemble qu'on va se créer quelque chose de beau, quelque chose de familial et que les amitiés vont naître et se développer. Nous avons le plaisir dans le podcast Créer son école, c'est mon histoire, de recevoir aujourd'hui David Vautrin. Bonjour Anne. Président de l'association qui gère à la fois le primaire Tarcisius et le collège de la Trinité. Vous allez nous présenter deux choses aujourd'hui. D'une part, un peu l'histoire générale de cette école, que vous n'avez pas fondée mais que vous avez repris, et c'est ça qui est particulièrement intéressant aujourd'hui. Mais aussi comment vous avez assuré ce passage de relais entre la génération des fondateurs et aujourd'hui, puisque c'est vous qui avez assuré ce passage de relais pour essayer de garder l'identité et la force de cette école. Donc c'est un peu les deux objectifs qu'on se donne dans ce podcast. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette école pour quelqu'un qui ne la connaîtrait pas du tout, donc le primaire et le collège? Alors l'école de Tarcisius et le collège de la Trinité, c'est un groupe scolaire indépendant qui est au cœur de la campagne en Essonne, dans un cours de ferme, donc c'est une école rurale, où les enfants reviennent le soir avec de la boue sur les chaussures, et ça fait partie aussi du projet, d'être dans le concret. C'est une école de catholiques, qui vise un certain niveau scolaire sans être élitiste. On va dire qu'on vise l'excellence, mais pas l'élitisme. Qui a réussi à maintenir un bon esprit de famille, où les familles, au bon sens du terme, où avec une vraie cohésion, alors qu'on a à peu près 70 familles aujourd'hui, 140 élèves. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. On a aussi inspiré de l'esprit scout. Les plus grands ont des missions envers les plus jeunes, que ce soit au collège ou au primaire. Et c'est une école où je pourrais encore faire une présentation pendant 20 minutes, mais c'est une école, je pense, qui est essentielle de dire, c'est que à la fois les élèves, les enseignants et les familles sont heureuses d'y venir et d'y être. Elle a été fondée en quelle année? Donc ça a été fondé en 2013 pour l'école, en 2017 pour le collège, puisque les premiers écoliers parvenaient au collège. Alors vous dites que vous avez un esprit de famille dans cette école. Comment vous le faites vivre? Comment ça se concrétise, cet esprit de famille? Comment ça se construit peut-être aussi? Alors ça se construit, ça s'est construit originellement et ça s'est maintenu, ça s'est développé au fil des ans. Et ça, il faut rendre à César ce qui est à César. Les fondateurs ont créé cet esprit et l'ont vachement développé petit à petit, la famille Copin, Claire et Pierre Copin. Ils ont créé quelque chose qui a été très familial au début. Je crois qu'il y avait une douzaine ou une quinzaine d'élèves à la première rentrée. Donc ça fait peu de familles et ils sont montés jusqu'à un peu plus de 60 familles en quelques années. Et donc c'est toujours les défis de la croissance, quoi. Quand on est un petit groupe, on se connaît tous, on est tous soudés à 100%, et puis plus ça va, plus ça se dilue, plus il y a... Au début, tout le monde est engagé, puis petit à petit, un peu moins de personnes dans la proportion sont engagées, donc c'est un vrai sujet. Et eux, dès le début, ils ont su impliquer des gens dans différents services, que ce soit au bureau de l'association ou en dehors, dans différents services, différentes équipes par an. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font qu'on maintient cet esprit de famille. D'abord, on a dit dès le début quelle était notre identité. Moi, quand j'ai repris l'école il y a bientôt 5 ans, c'était un chantier majeur, c'était de définir notre identité, donc notre vision et nos valeurs. Pas de les plaquer de l'extérieur, de les inventer et de se dire à 3-4 personnes dans un bureau, voilà quelles sont les valeurs, mais plutôt de les faire accoucher. C'est peut-être quelque chose qu'on verra après, si vous voulez bien, vraiment sur la reprise de l'école, mais peut-être tout simplement, parce que sinon on aura peut-être du mal à tout voir, mais sur le premier aspect, par exemple entre enfants, comment vous faites pour faire vivre cet esprit de famille, ou cet esprit bon enfant, peut-être comment on peut dire, en tout cas cet esprit où il y a beaucoup de joie, je crois. Comment vous arrivez à faire ça? Ça passe par quoi? Alors ça passe par plein de choses. Je parlais juste de l'identité pour expliquer qu'on expliquait le projet aux familles, dès le recrutement, dès les portes ouvertes, dès le site internet, sur tous nos supports. Ce qui fait qu'on a une continuité entre quand on découvre le groupe scolaire et qu'on y arrive, on sait pourquoi on y arrive et dans quel esprit on y arrive. Donc les familles déjà sont intégrées de la bonne façon. Quand elles sont intégrées, elles ont une famille marraine qui les accueille, qui est un peu leur soutien, leur relais de transmission sur les us et coutumes dans l'école. Voilà, c'est organisé entre les anciennes familles et les nouvelles. Donc il y a un vrai accueil qui est fait. Il y a des temps conviviaux entre parents, il y a un dîner des parents un peu après la rentrée qui est fait pour que les familles se connaissent et se découvrent. Et comme disaient les fondateurs, plus on se connaît, plus on s'aime. Donc ça participe vraiment de cet esprit de cohésion. Il y a plein de choses qui se font au niveau des parents, je pourrais en détailler. Pour les enfants, il y a aussi ce système de parrainage des plus jeunes avec des plus aînés avec les plus jeunes. Par exemple, les CM2 sont des veilleurs. Ils s'occupent des plus jeunes. Et par exemple, au déjeuner, c'est très concret. Un veilleur de CM2 va avoir une table où il y a
les enfants du CP jusqu'au CM2, et c'est lui qui est responsable de s'attabler et de l'unité. Et donc ils ont des rôles comme ça, les uns envers les autres. On a le même système au collège, les troisièmes qui font des équipes veilleurs avec les élèves de la sixième jusqu'à la troisième. Et on a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que les deux, donc on est dans une aile d'un corps de ferme à la campagne, c'est une grande maison qui fait à peu près 700 mètres carrés. Les deux établissements sont côte à côte, les cours de récré sont collés, au point qu'on doit mettre des règles et un grillage pour pas que les élèves du primaire aillent dans la cour du collège et inversement. Par contre, on voit bien que les fratries sont dans les deux établissements, les élèves connaissent les prénoms de tous les autres élèves, voire de leurs frères et sœurs qui ne sont pas encore ou plus à l'école, donc il y a un vrai intérêt à suivre la vie de toutes les familles. Et on voit, il y a les étoiles dans les yeux aussi des élèves du primaire quand ils regardent les collégiens, parce qu'il y a les grands, les jeunes qui sont dans un autre monde pour eux, et qui aussi les font briller et les inspirent. Donc ça fait partie. Voilà, il y a plein de choses, mais ça résume un peu cet esprit de famille. Un peu de ce qu'on appelle traditionnellement de capitainerie ou d'équipe, vous en avez pris l'inspiration, je sais pas, Plutôt du scoutisme. Plutôt du scoutisme. On a pas mal d'inspiration du scoutisme dans ces systèmes, on va dire, de capitainerie. Et aussi, par exemple, dans les projets qu'on va mener, par exemple au collège, on a un projet qui est assez unique chez nous, qui est ce qu'on appelle le projet aventure. Donc tous les ans, les collégiens montent un projet qui va être une semaine, plutôt au mois de mai, où ils ont 3 volets, on va dire, sportifs, culturels et spirituels. Donc par exemple, on va aller faire un musée, faire de la Via Ferrata et aller à un bout de pèlerinage sur un site important de pèlerinage. Et ce projet-là est monté par les troisièmes. C'est eux qui vont trouver le projet, l'hébergement, le lieu, le calendrier, le financement. Chacun doit rapporter une partie du budget et en fonction du budget, ils ne peuvent ou pas mener leurs activités. Donc il y a vraiment un travail d'équipe sur toute l'année qui est accompagné par des adultes bien sûr, mais qui est mené par les jeunes et qui embarque toutes les équipes du collège. Ça c'est bien parce que ça leur donne une aptitude en conduite de projet, en leadership aussi. Parce Exactement. Qu'il faut arriver à sens du concret, il faut conduire les équipes. Planification. Il faut faire bosser, dans une équipe de 5-6, il y en a toujours 2-3 qui bossent beaucoup, 2-3 qui bossent moins, donc comment on arrive à faire travailler tout le monde. Ouais. Ça c'est important. Comment on arrive à gérer le plan B, parce qu'on avait un plan super, puis finalement c'est pas compatible avec toute autre organisation, on n'a pas le budget, donc finalement sur quelle solution on se rabat. Donc ça fait, oui, c'est le sens du concret, le sens de la persévérance, le sens de gérer un projet dans le temps long, puisqu'en fait ils travaillent ça de septembre à mai. Donc c'est pas un projet sur 2 mois où il faut aller très vite, c'est un projet vraiment sur le temps long. Ça permet aussi d'avoir une meilleure conscience de l'argent, de ce que c'est, du coût qu'ont les choses. Exactement. Et puis on a aussi un certain nombre d'élèves qui sont dans le scoutisme, mais pas tous, pas du tout. Donc pour certains, dormir sous tente une semaine, voilà, apprendre à même aller à marcher dehors sous la pluie, tout ça, c'est des choses qui apprennent aussi à forger le caractère. D'accord. Donc vous faites des choses pour l'esprit de famille, l'esprit bon enfant, le bon esprit, on dirait, entre élèves. Côté parents, comment vous nourrissez une bonne entente? Comment vous évitez les fameux esprits de chapelle qui souvent divisent les écoles? Il faut bien le dire, les écoles associatives, les écoles de parents, comme on dit. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans notre école, l'esprit de chapelle, et j'avais pris conscience que c'était plus important dans d'autres écoles par le témoignage de parents qui nous ont rejoints, qui m'ont dit dans d'autres écoles c'était plus isolé, c'était des groupes qui étaient un peu fermés, et chez vous c'est plus ouvert. Je pense que c'est quelque chose dont on a hérité, ça a toujours été comme ça chez nous, et je pense qu'on fait ce qu'il faut pour que ça se maintienne, par plusieurs aspects, mais disons qu'il y a un aspect sur le recrutement des familles. On recrute, on fait des portes ouvertes, on est obligé de choisir un peu les familles qu'on accueille en fonction des élèves, en fonction des classes, etc. On essaye de maintenir une cohésion sans faire un entre-soi. On fait très attention à maintenir l'unité, mais en étant ouvert à des gens qui ont des profils un peu différents. On est une école de catholiques, on n'est pas une école 100% tradie, on n'est pas une école 100% Jean-Paul II. On a aussi des orthodoxes dans le groupe scolaire, on a des gens plus ou moins pratiquants, mais on est tous animés par une bonne scolarité, un milieu épanouissant pour nos enfants et pouvoir vivre notre foi. Est-ce que vous avez des gens qui n'ont pas de foi revendiquée ou qui sont non? Quasiment pas, non. C'est vraiment marginal, et ils sont plutôt accueillis. Et en général, quand ils arrivent, au contraire, ils s'y remettent parce qu'ils sont entraînés par leur enfant, parce qu'ils sont un peu portés, on va dire, par le milieu, par l'ambiance. Vous avez des baptêmes parfois qui sont organisés? Oui, on a eu presque tous les sacrements. On a eu des baptêmes, des confirmations, on a des professions de foi. On a même eu des baptêmes au collège, donc voilà, des élèves qui sont venus et
qui ont pu s'épanouir de Et ce comment côté-là. votre école s'ancre dans le territoire? Est-ce qu'elle elle est bien vue dans la commune? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas forcément la commune au niveau institutionnel, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des liens avec les voisins, des entreprises environnantes, des communautés, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs liens, c'est une question très intéressante. Il y a plusieurs ancrages, on va dire, que dans les territoires. Effectivement, il y a la communauté des gens, on va dire, il y a les communes, il y a l'église locale, etc. Donc, il y a plusieurs choses, mais déjà, en voisin de l'école, dans notre petit hameau qui s'appelle Frileuse, on a des Sœurs du Carmel, et on a depuis toujours un parrainage, un partenariat avec ces sœurs, où elles sont marraines d'élèves du primaire. Donc, ils vont les voir, je crois que c'est une fois par trimestre, ils s'écrivent des lettres à Pâques, à Noël, etc. Donc c'est beau de voir ce lien qui se crée entre les enfants et les sœurs, qui ont des intentions, des lettres particulières. On voit qu'elles connaissent bien les enfants. Quand elles leur écrivent une lettre pour Noël, c'est pas Joyeux Noël et passe de bonnes fêtes en famille, quoi. Vous avez une carte postale bien dense. Et la sœur, elle a une intention particulière. On voit bien qu'elle connaît les qualités, les points de progrès de l'enfant, et elle va un peu être exigeante et inspirante pour lui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ils prient l'un pour l'autre. Et quand on fait la prière en famille, on voit que les enfants confient la sœur qui est leur marraine. Donc ça, c'est très riche. Un autre sujet, c'est bien sûr l'ancrage local. On est une école de catholiques, on n'est pas une école catholique, donc on ne dépense pas de l'enseignement diocésain, mais on a des bonnes relations avec l'évêché. Et l'évêque a demandé au curé du secteur de s'occuper de nous, donc il est nommé pour accompagner un peu le groupe scolaire. Et on a 4-5 autres prêtres dans la région qui régulièrement interviennent. On propose notamment des temps soit des topos par les pères assez régulièrement, que ce soit au primaire ou au collège, soit une fois par mois, on va proposer la confession, on va proposer des messes à des moments assez particuliers. Et en dehors de la dimension religieuse, qu'est-ce que vous avez comme autre relation locale? Alors, on a des relations avec les mairies. Les deux, pourquoi je dis les mairies? Parce que le collège, historiquement, s'est créé dans des locaux d'entreprise au village d'à côté, Gobetz-la-Ville, avec qui on a eu de très bonnes relations avec la mairie, et qu'on a quitté il y a bientôt 3 ans. Il y a 3 ans. Et cette mairie continue de nous donner accès à ses équipements sportifs. Donc cette mairie est très, très belle. Je remercie la maire qui vraiment est très bienveillante avec nous et arrange beaucoup de choses alors qu'elle n'est pas obligée, c'est pas son village, on n'est pas ses administrés. Et la mairie de chez nous, c'est plus compliqué parce qu'on n'a jamais eu de bienveillance. Moi, dès que j'ai pris la présidence, j'ai voulu contacter le maire qui m'a dit assez froidement que à l'école, je lui demandais son avis sur la présence du groupe scolaire et qui m'a dit ça s'impose à moi, en gros, que voulez-vous que j'y fasse, quoi. Oui. Donc c'est pas très avenant, mais peu importe, on n'a pas besoin... Nous, on se débrouille, on est indépendant et on fait de mal à personne et on demande l'aide de personne à ce niveau-là. Et du côté du village même de Brie-sous-Forges sur lequel on est implanté, c'est assez varié, mais on a de plus en plus des familles qui viennent de Brie-sous-Forges depuis quelques années. Alors, on ne fait pas concurrence à l'école ou au collège du village, hein, on a une poignée de familles, mais une famille en entraîne une autre et on voit qu'elles sont ravies. Donc ça commence à prendre des gens qui viennent de Brie-sous-Forges. C'est important que localement, de plantation locale. Oui, c'est assez important et je pense qu'on est bien vu. Après, très souvent, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les gens viennent et voient ce qui se passe, en fait. Parce que très souvent, on a l'exemple de parents où madame a emmené monsieur qui freinait des cas de fer pour surtout pas venir parce qu'il avait tous les a priori possibles sur une école hors contrat. Et en revenant des portes ouvertes, il dit à sa femme « Mais pourquoi tu ne m'as pas amené plus tôt ?» Parce qu'il a découvert un esprit génial, une ouverture, une qualité d'enseignement, une ambiance qui était à milieu de ce qu'il imaginait, par ce qui est véhiculé par cette image d'école un peu hors du monde et entre soi. Je dois dire que vous avez quand même bien vendu votre école, de catholiques, comme vous dites. Et maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous avez repris l'école, comment vous avez assuré donc, une sorte de passage de relais. Parce qu'il faut bien reconnaître que, je crois que c'est assez semblable d'ailleurs, la transmission d'une entreprise, c'est quand même un moment de grande difficulté où souvent l'esprit de l'école se perd, il y a des tensions, il y a une sorte de trahison qui opère parfois. Donc comment vous avez fait et quels conseils vous donneriez à des fondateurs qui veulent passer leur école à des repreneurs, donc je dis bien école associative puisque c'est quand même assez spécifique. Oui, c'est spécifique parce qu'on est tous bénévoles, c'est des écoles de parents comme on dit, donc tout le bureau c'est des parents qui donnent de leur temps pour leur école pendant qu'ils y sont et puis qui passent le relais régulièrement. Effectivement, la question se pose pour les fondateurs, parce que nous, on a pu reprendre dans de bonnes conditions, parce que les fondateurs, dès le début, s'étaient entourés d'équipes et se comportaient pas comme s'ils possédaient l'école qu'ils avaient créée. Alors ce serait tout à fait naturel de dire c'est mon école, c'est mon projet, je le porte, c'est le mien.
Et ils n'étaient pas du tout dans cette position-là. Et vraiment, je leur en remercie parce que ça nous a permis, à nous, l'équipe qu'ils avaient recrutée, étoffée avant de partir, d'avoir déjà, finalement, pas mal la main sur ce qu'ils avaient créé. Donc vous étiez rentré, vous étiez déjà parent d'élève, puis ensuite vous avez été membre du conseil d'administration donc de l'équipe précédente, et ce n'est qu'après que vous êtes devenu président. J'ai mis les doigts les présidents, on va dire, il y a 8 ans ou 7 ans, 8 ans, 7 ans. 8 ans. Donc ça assure 8 ans, je suis rentré dans l'école. Il y a 7 ans, j'étais membre du bureau. 2 ans après, j'étais président. Et en fait, quand je suis arrivé au bureau, on était 5 personnes. Et les fondateurs, l'année où ils sont partis, ils ont doublé le bureau. On est passé à 10 personnes. Et on était 10 en septembre et ils sont partis en janvier. Et on a repris en janvier. Donc ça, c'est le premier point, c'est s'entourer d'une équipe et maintenir des décisions, ce qu'ils ont fait dès le début, collégiales par le bureau. Ce qui fait que c'est vraiment l'association et son bureau de manière collégiale qui régit la vie de l'école. Ce n'est pas une ou deux personnes charismatiques qui portent l'ensemble, qui portent les décisions, qui portent le projet. Alors bien sûr, il peut y avoir des personnes charismatiques qui ont un talent, qui ont une vision, qui ont un allant, qui fait que ça entraîne tout le monde. Il ne faut pas freiner ça, évidemment. Par contre, embarquer les autres fait que finalement, ça repose moins sur une ou deux personnes, et donc leur départ est moins sensible. Après, le choix critique dans une école, c'est les locaux. Oui. C'est un sujet très critique. Donc là, on était dans la maison, enfin à côté de la maison, dans la grange aménagée, on va dire, des propriétaires. Ils ont déménagé, il fallait racheter leur maison ou trouver des locaux ailleurs. Oui. Donc quand ils sont partis, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'on cherchait des locaux partout autour. Il n'y avait rien. Il fallait acheter un champ, obtenir un permis de construire, enfin faire des travaux. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire si on doit acheter un champ? Comment on va gérer l'entre-deux, les 1 ou 2 ans de travaux avec les familles alentours? Donc c'était très compliqué. Est-ce qu'on rachète la maison? Mais comment on négocie le prix de la maison avec des gens qui sont nos amis, avec qui on a fondé l'école? Donc ça, c'est aussi un équilibre délicat à maintenir. À la fois, il faut aller négocier pour avoir le meilleur prix et en même temps pas briser l'amitié. Donc une balance pas évidente. Il fallait emprunter, je ne sais pas s'il faut que je cite le nom de ma banque, mais il fallait emprunter 2 fois notre capacité d'emprunt. Oui. On a trouvé une banque qui a accepté de le faire. Donc c'est pas 10% de plus, c'est 100% de plus. C'était vraiment courageux de leur part et je pense aussi quelque chose qui leur a permis, ils nous l'ont dit, d'avoir une bonne image dans le coin, mais c'était quand même quelque chose d'important, donc on rembourse bien cet emprunt depuis. Et moi, je pense ce qui était important aussi, c'est la façon de gérer les recrutements dans le bureau de l'association, parce que dans les statuts, ce qui est fait, les gens du bureau s'engagent pour 3 ans, ils sont recrutés. Il n'y a pas de candidat pour rejoindre le bureau, c'est le bureau qui va chercher des gens pour leur demander un service. C'est très important, c'est une chose que vous m'aviez dite lorsqu'on a préparé, c'est que ne sont recrutés que des gens qui n'ont pas demandé à l'être. Oui, on n'a pas de gens qui demandent à l'être, on va les chercher, et on va les chercher après 1 an de présence dans l'école, le temps de les avoir vus à l'ouvrage et de les connaître un peu mieux. C'est pas juste, tiens, je m'entends bien avec machin, avec qui j'ai discuté, hop, on va lui proposer d'être au bureau. Il faut avoir un peu plus de confiance, donc la règle, c'est qu'il y ait au moins 1 an d'école. Il y a eu de rares exceptions. Mais lorsque vous recrutez des parents, vous leur demandez un certain nombre de services. Est-ce que vous pouvez détailler ça? Parce que ça permet de comprendre comment vous pouvez les jauger du coup. C'est vrai. Alors on a un certain nombre d'équipes parents, on appelle ça comme ça, pour gérer la vie de l'école. Parce que c'est toujours compliqué financièrement. Et on pourrait se dire, il faut augmenter les tarifs, il faut trouver plus d'argent. Et tous les services, on ne va pas les demander, on va se débrouiller pour les financer. On va payer les entreprises pour les travaux, on va payer les entreprises pour le ménage, on va payer les entreprises pour le jardin, etc. Mais en fait, même si on avait l'argent pour le faire, je pense qu'on ne le ferait pas. Parce que ce qu'on demande aux parents, ce qu'on propose aux parents de vivre, c'est un peu cet esprit de famille dont on parlait tout à l'heure, c'est en mettant la main dans le cambouis ensemble qu'on va se créer quelque chose de beau, quelque chose de familial et que les amitiés vont naître et se développer. Par exemple, moi je suis arrivé dans l'école, je n'avais jamais posé de cloison de ma vie. Premier week-end travaux pour les papas et des mamans d'ailleurs. On va poser des cloisons, couper des rails, on va apprendre à faire. Et en fait, on a appris assez vite à faire sur le tas. Et ça a créé des amitiés qui durent encore 8 ans après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie de famille. Et donc, il y a un certain nombre d'équipes travaux. Il y a des équipes ménage, d'équipes parents, équipes ménage, équipes travaux, équipes Tarsi-Cadi, donc des actions de solidarité où quand une famille est, on va dire, en galère financièrement à un moment, elle va pouvoir aller voir la vice-présidente de chaque côté. On a une vice-présidente pour chaque établissement. Elle va pouvoir lui dire qu'elle a besoin d'aide pendant un moment. On va mettre en place ce qu'on appelle le Tarsi-Cadi ou le Trin-Cadi. Donc, dans une voiture identifiée, on peut déposer des courses alimentaires et ce sera donné à la famille
qui a besoin de soutien pendant une période. D'accord. Donc ça fait partie des services. Il y en a d'autres. Il y a l'équipe qui va aider le projet Aventure des collégiens dont on a parlé tout à l'heure. Il y a l'équipe communication et dons. Là, j'ai 7-8 mamans qui font un travail exceptionnel. D'accord. Voilà, il y a des équipes qui aident, des membres du bureau qui sont un peu dans ces équipes aussi, qui aident au recrutement. Et donc, vous détectez les talents et les bonnes volontés à travers ce type d'engagement. Et vous me disiez Totalement. notamment que vous aviez une parité homme-femme dans votre CA. C'est assez original, ça, pour une association de catholiques. C'est voulu parce que, alors structurellement, dans nos familles, on a plus de femmes qui sont disponibles parce qu'elles arrivent à se dégager, elles sont en congé parental, elles ont envie de s'impliquer davantage dans la vie de l'école. Et ce serait facile d'avoir un bureau où j'ai 10 mamans et un papa. C'est très facile. Et j'ai 10 mamans formidables à recruter demain si je veux, et je sais qu'elles diront oui. Et pour en avoir discuté avec les directrices, c'est vrai que, en fait, on s'aperçoit, ça peut être caricatural ce que je vais dire, mais que les femmes qui sont mamans ont plus de mal à prendre de la distance par rapport à leurs enfants quand il y a des discussions sur la vie de l'école. Et c'est plus facile aux pères de prendre de la distance quand il y a des décisions qui sont, même parfois, qui vont avoir on va dire, des effets collatéraux sur leurs propres enfants, alors qu'eux-mêmes sont dans les plus engagés de l'école, etc. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, de faire la distance entre son rôle de parent et d'administrateur. Et le maintien de la parité, je pense, aide à ça. Et c'est très intéressant, je pense que c'est quelque chose qui est reconnu maintenant dans notre milieu, dans l'Essonne, dans les écoles hors contrat, c'est qu'on a vraiment monté de niveau, parce que voilà, avec les années et la structuration, on a monté de niveau sur tous les sujets, soit financiers, RH, gestion d'école, etc. Parce qu'on a aussi des parents, des papas, des mamans qui viennent de milieux professionnels différents, qui ont des expériences différentes. Et ben on va tirer parti des talents des uns et des autres. Alors reprenons le fil parce que le temps passe. Donc comment on fait pour transmettre cette école? Donc on fait rentrer progressivement des gens et non pas d'un seul bloc. On prend des gens qui Ça tourne régulièrement, qui ne sont pas portés candidats mais que vous détectez vous-même. Oui, on a des engagements de 3 ans. On demande un engagement de 3 ans pour les membres du bureau. Je l'ai dit tout à l'heure, on a identifié ce travail sur la vision et les valeurs. Ça, c'est hyper important. Vous avez fait un travail formel. Un travail formel avec un professionnel qui était un parent d'un élève qui nous a fait des sessions de travail, qui était un consultant qui était vraiment spécialisé dans faire accoucher les visions et les valeurs dans des organisations. Donc on a fait quelques soirées en visio avec pas mal de personnes impliquées. Et on a accouché de ce que c'était les visions et les valeurs partagées. Et ça, c'est hyper important parce que ça donne la colonne vertébrale de l'identité, ça structure les recrutements de famille, ça structure les recrutements, la formation et l'accompagnement de tous les enseignants. Et ça guide un peu aussi les décisions parfois difficiles qu'on a à prendre tout au long de la vie de l'établissement. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale. Et je ne sais pas si on en serait là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas fait ça dès le début. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les membres du bureau, vous le disiez. On a des super équipes. Mon équipe, elle a changé de plus de moitié en 5 ans. Et elle va encore changer régulièrement. Donc ça, c'est assez fluide. Du coup, on n'a pas des gens par lot qui, tout d'un coup, on a 7 partants et 7 entrants. Ça, c'est beaucoup mieux pour transmettre au fil de l'eau les discussions et les échanges. On est assez formalisé aussi quand on fait un bureau à 10. On pourrait prendre une page de notes sur un bloc-notes, mais on va structurer ça, on va faire un vrai compte-rendu. Quelqu'un rejoint le bureau en cours d'année parce qu'on va recruter en mars, hop, il se prend tous les comptes rendus de l'année, comme ça, exactement ce qui s'est passé en coulisses, donc il est vraiment mis au niveau. Et on a aussi structuré davantage le recrutement des nouvelles familles et le recrutement des nouveaux salariés, parce qu'on a pas mal de rotations avec des déménagements. Et on a systématiquement, en plus de la direction d'établissement, un membre du bureau qui participe au recrutement des familles et des salariés. Et ça, c'est très important parce que finalement, si je prends le cas d'un salarié, on le recrute et lui, il nous recrute comme employeur. Donc il faut qu'il sache dans quel projet il arrive, dans quelle identité, dans quelle dynamique, ce qu'on va lui demander, dans quel état d'esprit il va travailler, etc. Et si c'est bien identifié dès le début, alors on est aligné et on tire tous dans la même direction. Et ça, c'est... les spécialistes du recrutement disent on se plante une fois sur deux, nous on se plante moins. Comment vous faites? Est-ce que c'est le directeur, la directrice qui fait le premier recrutement, puis ensuite il va voir un membre du bureau? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un enchaînement d'entretiens. Donc c'est d'abord la directrice d'établissement sur la sélection des CV qui va recevoir telle ou telle personne, nous faire un compte rendu, on regarde si on va jusqu'à l'étape suivante d'un entretien avec le bureau. Parfois il y a besoin d'un peu plus d'entretien parce qu'il faut une proposition un peu plus complexe. Mais globalement, c'est en 2 étapes, un entretien avec la directrice, un entretien avec le bureau, et après on rentre dans le contractuel et l'estimation financière.
D'accord. Voilà. Mais ça, c'est structuré et je pense que ça permet aussi de partager la responsabilité et Oui. d'impliquer au moins 2 regards sur un recrutement, ce qui est vital puisque sur un regard, on peut se tromper, on a forcément des angles morts. Donc c'est bien d'avoir au moins systématiquement 2 regards. Et parmi les éléments de votre identité, il y a notamment un nombre d'effectifs maximal par classe. Et ça, c'est un point important et aussi un souci de rester à des prix bas Oui. pour que l'école reste sociale et ouverte à tous. Qu'est-ce qu'il y a comme élément vraiment fondamental de cette identité sans laquelle il y aurait une dérive possible? Alors vous avez totalement raison de dire ça. J'ai complètement oublié d'en parler depuis le début parce que c'est tellement naturel pour nous, mais on s'est fixé dans nos valeurs, dans notre vision, de jamais dépasser 15 élèves par classe. Ça, c'est En mo- original, parce que souvent, la nécessité financière fait qu'on dérive. Une maîtresse me taperait sur les doigts parce que d'une année sur l'autre, il arrive qu'on ait 17 élèves dans une classe et 5 dans une autre. Oui, mais Donc, en moyenne... en disons- moyenne, c'est ça. À terme, quand on aura dédoublé toutes les classes, on voudrait une classe par niveau, ce qui fait une classe de 15 élèves par niveau, ce qui ferait 180 élèves, sans double niveau, etc. Donc ça, on y arrive petit à petit. Donc ça, c'est vital pour nous. Et vous ne voulez pas aller plus au-delà de ça pour On ne garder veut une pas taille aller humaine. au-delà de ça, on veut garder une taille humaine, on veut maintenir l'esprit de famille, et si on en vient à 300 familles, si je schématise, ça sera beaucoup plus difficile. Et ça permet aussi d'avoir un vrai suivi des élèves. Quand on a préparé ce podcast, on se disait qu'est-ce que disent les enfants sur l'école. J'ai un peu demandé à droite à gauche et une citation qui m'est revenue importante, c'est un enfant qui disait moi quand je pose une question à la maîtresse, elle a le temps de me répondre. Ah oui. Et en fait, il y a une qualité de relation entre l'élève, la maîtresse ou le prof et les parents qui fait qu'à 10, 15 élèves, bah oui, on a le temps de prendre le temps de faire un suivi. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a que des élèves atypiques pour lesquels il y a besoin de prendre énormément de temps. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas une école à 10, on va dire, si je schématise un petit peu. Mais pour autant, on peut s'adapter quand même aux élèves. On peut faire des petits aménagements. On peut avoir un suivi individuel s'il y a besoin et parler avec les parents. Quelque chose qu'on ne pourrait pas demander à des professeurs s'il y avait 30 élèves par classe. Et par exemple, sur la question du niveau, ça fait partie, j'imagine, de votre identité. Vous avez une certaine idée du niveau que vous voulez avoir. Comment vous gérez ça? Par quoi ça passe? Et comment vous transmettez cette exigence dans la durée, au-delà des changements de membres du conseil d'administration? Alors ça, c'est un travail avec la direction pédagogique du côté de chaque établissement. Effectivement, il y a un certain niveau. Donc on le maintient, déjà il est défini clairement dès le début, partagé à l'ensemble des professeurs et des maîtresses. On fait une formation continue des maîtresses. On a un certain nombre de profils qui sont en reconversion, qui deviennent maîtresses par passion après avoir un autre métier. Donc elles ont une formation initiale, elles ont une formation continue. Tous les ans, elles sont formées. Ça, c'est très important pour nous vraiment de développer. Donc, on travaille sur la posture du professeur, le positionnement, la didactique, voilà, comment parler, comment gérer les relations prof-élèves, notamment au collège. Il y a plein de formations tous les ans qui sont très intéressantes, très riches. Et après, on a le suivi des résultats sur lesquels on est assez exigeant. Et on ne va pas baisser le niveau parce que 3 élèves n'arrivent pas à suivre en classe. On va plutôt suivre ces 3 élèves pour qu'ils arrivent à rattraper, plutôt que baisser le niveau de la classe. On a effectivement un bon niveau. Moi, j'ai un prof de collège qui me dit vos 3e, ils ont le niveau de terminale dans notre école. C'est pas rassurant. Voilà, donc c'est pas rassurant pour l'autre école, je ne dirais pas son nom. On a certains, moi particulièrement, je prends français, grammaire, nos CM2 ont le niveau du brevet des collèges. Et est-ce Donc que vous ça, c'est un sélectionnez bon à niveau. l'entrée sur le niveau et est-ce que vous vous éloignez des élèves qui n'arrivent pas à suivre? Non, je ne dirais pas ça comme ça. On ne va pas dire à un élève qui n'arrive pas à suivre, ça ne va pas, c'est pas vrai. On a, comme dans toutes les écoles, un avis sur le passage au niveau supérieur. On peut proposer des redoublements aux familles. On va plutôt les accompagner. On ne va pas écrémer en disant « toi, tu n'arrives pas à suivre, marche ou crève, tant pis pour toi ». Ce n'est pas l'esprit. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Pour la sélection à l'entrée dans le Pour la sélection, en fait, on n'a pas une sélection sur le niveau scolaire. Par contre, on va être vigilant à pas avoir des élèves qui mettent un déséquilibre dans la classe et qui mettent à mal toute la classe. Donc là-dessus, on a un triptyque qui correspond à notre identité, hein, encore une fois. C'est en gros, est-ce que l'élève est croyant? Est-ce qu'il a une bonne attitude en classe? Est-ce qu'il est bon scolairement? Et s'il y a un des pieds qui va mal sur le trépied, alors il faut que les autres aillent bien. Donc si j'ai un élève qui a une bonne attitude et qui est croyant, pratiquant, mais qui a très mauvaise pour résultats scolaires, on va l'accompagner. Par contre, si j'ai un élève qui a une mauvaise attitude, des mauvais résultats, ça va être 2 points rouges sur 3, ça va nous poser question, on va être prudent. Après, et donc chaque année,
Notre capacité d'accueil, ça dépend aussi de la composition de la Ouais. classe. J'ai une classe de 15, j'ai déjà 2 élèves difficiles, est-ce que je peux en prendre un troisième? Et est-ce que ça ne vous intéresserait pas dans votre projet d'avoir plus d'élèves qui n'ont pas encore de connaissance de la foi, qui ont été étrangers à ça, ou qui n'ont pas la foi, ou qui doutent Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui serait un beau défi et propre aussi à l'approche chrétienne, qui est d'être universel C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Oui, oui. On accueille régulièrement des familles qui sont voilà, à peine croyantes, on va dire, ou à peine pratiquantes, et qui savent que c'est l'identité de notre école, d'être une école de catholique, qui viennent aussi en accord avec ces valeurs-là, et chez qui ça réveille plutôt ce sentiment cette fois-là. Mais oui, on est assez ouvert voilà. Après, il y a une question d'équilibre, on va dire. Ouais. Comment on accueille ces familles sans que ça devienne une majorité, parce que sinon on n'est plus une école de catholiques. Donc ça, il faut y veiller aussi, parce que finalement, la constitution de l'école, c'est les familles qui Bien viennent. sûr. Et donc, dans la durée, il faut maintenir un certain équilibre. Voilà. Donc ça, c'est un dosage Alors, on va devoir bientôt difficile. finir ce podcast. Si donc vous deviez donner un conseil à des gens qui doivent reprendre une école, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en une ou deux phrases? Alors, mon premier conseil, c'est faut pas réfléchir, faut y aller. Parce que moi, avant de dire oui, je me dis c'est impossible, comment je vais gérer avec l'emploi du temps, ça demande trop d'engagement, les montagnes sont beaucoup trop dures à franchir, on ne va pas y arriver. Donc ça, enfin, moi en tant que croyant, je me dis, ben non, ça c'est le projet du bon Dieu, il va nous aider, je fais ma part, il fait la sienne. Ça donne un peu confiance. Le deuxième, c'est d'avoir une bonne équipe engagée, surtout pas reposer sur un noyau très étroit, mais plutôt élargir le noyau. Donc là, nous, on était 10 quand j'ai repris l'école au bureau, en plus des parents engagés dans les services en dehors du bureau. Si demain quelqu'un a une équipe assez faible et qui reprend, bah, vite, il faut élargir l'équipe. Sinon, l'équipe va s'épuiser, reposer sur 3-4 personnes qui vont aller jusqu'au bout du rouleau et puis ça va forcément péricliter parce que ça demande une énergie incroyable. Ouais. Et l'équipe, la renouveler régulièrement aussi. Tout le monde ne fait pas. Par exemple, nous, on a des cycles de 3 ans. Certains nous disent, bah, là, j'y arrive plus avec mon équilibre entre la vie de famille, le travail et l'engagement. Bah, c'est pas raisonnable, je dois déménager, etc. Donc ça, c'est sain de renouveler régulièrement. Et puis après, bah, la professionnalisation, sans aller trop loin, mais des finances, de la recherche de dons, du recrutement, parce que l'école est constituée de familles, mais les enseignants, c'est quand même on va dire que c'est la pépite d'or, c'est le joyau, c'est tout ce qui, c'est vraiment c'est la colonne vertébrale qui fait qu'on avance et qu'on vit, quoi. Et donc, bah, on est un milieu associatif, on finance avec les scolarités. On n'est pas cher, on finance 80% du budget global, donc il faut aller trouver les 20% restants. Et on ne peut pas payer très bien nos enseignants alors qu'on devrait les payer plus. Et donc c'est un équilibre difficile de bien les payer, de bien les accompagner, de les garder. Parce qu'une bonne maîtresse, il faut qu'elle reste 10 ans, 15 ans et pas 3 ou 4 ans. Et ça, donc il faut vraiment choyer de près les salariés pour qu'ils restent, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils ne s'épuisent pas. Il faut vraiment faire attention aux équipes. Ben, merci beaucoup David Vautrin pour ce témoignage qui me paraît important pour des gens qui auront à faire vivre leur école et la transmettre. Merci beaucoup. Merci.